Madame, monsieur, bonsoir et surtout merci de vous joindre au rendez-vous de l'actualité sur Antenne A. 6 mois à partir du mois de mai dernier, c'est le délai qui est imparti au FDLR pour leur désarmement volontaire. C'est là l'essentiel de la réunion, de la deuxième réunion conjointe des ministres de la Défense et des Affaires étrangères des pays membres de la CIRGL qui s'est tenue mardi et mercredi de cette semaine à Luanda, en Angola. Commentaire, Patricia Amouli. Cette réunion conjointe des ministres de la Défense et des Affaires étrangères des pays membres de la Conférence internationale sur la région de Grand Lac, CIRGL, et de la SADC est la deuxième rencontre après celle tenue l'année passée à Pretoria, en Afrique du Sud, lorsque le chef d'État avait décidé d'organiser chaque 6 mois des réunions conjointes des ministres de la Défense et des Affaires étrangères dans le but d'évaluer la mise en œuvre de l'accord cadre d'Addis Abeba. Le professeur Toumba Luaba, secrétaire exécutif de la CIRGL, a déclaré que la réunion a apprécié les efforts fournis par les FARDC dans la mission d'éradiquer les groupes armés nationaux et étrangers avec l'appui de la brigade d'intervention de la MONUSCO. En grandes lignes, nous avons pu faire l'inventaire et passer en revue la situation actuelle de toutes les forces négatives, groupes armés qui sévissaient dans l'est de la RDC. Nous avons apprécié les efforts fournis par les FARDC essentiellement, avec l'appui de la MONUSCO, brigade d'intervention, pour l'éradication et la défaite du M23, pour la destruction de toutes les places fortes d'Adef Nalou et pour la reddition de bon nombre des éléments du groupe Maï Maï. En ce qui concerne les FDLR, vous savez qu'il y a eu un mini-sommet, qu'il avait été décidé d'accélérer le processus de rapatriement, de désarmement volontaire et rapatriement continu des éléments des FDLR et également d'entreprendre des actions militaires contre les récalcitrants, ceux qui résisteraient. C'est de noter que la délégation congolaise a été conduite par le vice-premier ministre en charge de la Défense Alexandre Lubantambo, les ministres des Affaires étrangères Raymond Chibanda, accompagné du coordonnateur national du mécanisme national de suivi, François Mamba, des ambassadeurs et experts en matière de sécurité, SADC et CIRGL. La question du désarmement des FDLR s'était aussi invitée à la conférence de presse organisée ce jeudi par le porte-parole du gouvernement central. Lambert Mende est aussi revenu sur les incidents qui ont opposé les FARDC aux forces de défense du Rwanda et bien entendu les messages des évêques catholiques membres de la SENCO, message intitulé « Protégeons la nation ». Alain Kuka, Blezunda. Nul n'a le droit d'autoriser ce que la Constitution interdit et nul n'a le droit d'interdire ce que la Constitution autorise. C'est la réponse du berger à la bergère, ou du moins celle de Lambert Mende aux évêques de la Conférence épiscopale nationale du Congo. En présence de plusieurs cadres de la majorité présidentielle, le porte-parole du gouvernement a émis quelques réserves de principe sur certaines prises de position des princes de l'Église catholique. La proposition de l'élection des députés provinciaux, des maires et bourgmestres par scrutin direct est une position notoirement connue de l'Église catholique, mais croire que la Conférence épiscopale nationale du Congo peut imposer cette opinion à la nation en se substituant aux législateurs attitrés, c'est-à-dire l'Assemblée nationale et le Sénat, ou à l'administration électorale constitutionnelle, c'est-à-dire la Commission électorale nationale indépendante, qui dispose de tous les paramètres techniques permettant d'apprécier l'efficience de telle ou telle autre mesure d'application de la loi électorale, croire cela, vouloir cela, n'est pas dans l'ordre démocratique des choses. Au sujet de l'article 220 de la Constitution, dont les évêques ont découragé toute tentative de modification, Lambert Mende parle plutôt d'un « fighting with shadows », entendez une guerre contre des fantômes. Il a encore répété cette fois qu'il s'agit d'un pur procès d'intention. Et en ce qui concerne le désarmement volontaire des FDLR, le ministre des Médias estime que cette fois est la bonne, en dépit des inquiétudes émises par le président rwandais Paul Kagame. À partir de 12 à 13 000, à moins de 2 000, est-ce que ce n'est pas un progrès? Il le sait.
les progrès ont été accomplis et il sait que nous sommes à la fin. Le problème est de savoir pourquoi ces roulements de mécanique au moment où le problème est en train d'être résolu. Il convient de souligner que les pays membres de la CIRGL, réunis à Luanda, ont accepté mercredi 2 juillet d'accorder 6 mois au FDLR pour achever les opérations des désarmements volontaires. La Constitution va-t-elle être modifiée ou non, telle une ritournelle? Cette question revient sans cesse, malgré les assurances données par les représentants du pouvoir public, notamment le ministre Lambert Mende que vous venez de suivre. Alors, face à cette appréhension, notre rédaction a décidé de vous faire vivre la solennité de la promulgation de cette Constitution un certain 16 février 2006. Peut-être que cela pourra calmer les ardeurs des uns et des autres. Dieu merci Nzob Mabela, retour sur image. Le 18 février 2006 restera une date gravée en lettres d'or dans les annales de la République démocratique du Congo. En effet, compte tenu des différentes contestations concernant la légitimité de certaines institutions et de leurs animateurs, il était impérieux d'élaborer cette loi fondamentale qui se trouve être la Constitution de la République pour régir le Congo démocratique. Rappelant les raisons qui ont milité à l'élaboration de cette constitution, Joseph Kabila, président de la République, n'a pas manqué de souligner que la dite loi pouvait être révisitée. Même si l'ambition de toute constitution est de demeurer le plus longtemps possible en vigueur, il s'agit d'une œuvre humaine et donc par définition perfectible. C'est pourquoi la Constitution prévoit la procédure de révision qui ne peut cependant remettre en cause la forme républicaine de l'État, le principe du suffrage universel, la forme représentative du gouvernement, le nombre et la durée des mandats du président de la République, l'indépendance du pouvoir judiciaire, le pluralisme politique et syndical. Cette cérémonie de promulgation était ponctuée de plusieurs moments forts. D'abord, l'ouverture du bon par les officiers, la signature de la nouvelle constitution par le chef de l'État, sa présentation, déclaration solennelle de l'entrée en vigueur de la nouvelle loi de la République démocratique du Congo, acte accompagné des 5 coups de canon. S'en suivra la descente de l'ancien drapeau et la montée du nouveau. L'autre temps fort, c'est la remise par Joseph Kabila au premier président de la Cour suprême de justice de l'époque, la copie originale de la loi fondamentale en tant que garde des Sceaux. Remise de l'étendard au chef de l'état-major des forces armées de la République démocratique du Congo, puis à l'inspecteur général de la police, remise des spécimens des armoiries aux 11 gouverneurs des provinces et des anciens symboles au numéro 1 de l'Archive nationale. Pour rappel, cette cérémonie aura connu la présence de plusieurs personnalités dont Moustapha Niasse, envoyé spécial du secrétaire général de l'ONU pour le processus de paix en RDC, Ketoumi Lema Siré, facilitateur du dialogue intercongolais, ancien président du Botswana, et Thabo Mbeki, à l'époque président de la République sud-africaine, qui aura offert le beau cadre de Sand City pour le dialogue intercongolais. En son temps, ces images vous ont été proposées par Eric Makoulou, ancien directeur des informations, dont nous saluons la plume et la parole. Pour que l'histoire n'oublie pas, nous vous proposons aussi de suivre ce que les uns et les autres avaient déclaré à cette occasion. Encore une fois, Dieu merci, Nzob Mabiala. Je ressens un double sentiment dans cette satisfaction. D'abord, un sentiment de joie. Un sentiment de joie de voir enfin notre transition cheminer, tant que difficilement mais sûrement, vers sa fin. La joie parce que la nation congolaise vient de se doter d'un instrument juridique de taille. Mais c'est aussi un sentiment de responsabilité. Responsabilité vis-à-vis de la nation, vis-à-vis du peuple congolais, mais vis-à-vis de l'histoire. Je crois qu'une fois de plus, il a été au rendez-vous de tous ces défis.
Et nous pensons que cela augure, cela balise un État où tous les Congolais doivent communier ensemble pour le bien-être et la dignité de notre population. C'est le résultat de tous les combats dans ce pays depuis des décennies. Il y a ceux qui ont pris les armes, il y a ceux qui ont mené ce combat politique d'une manière pacifique. Tous nous voulions la même chose, c'est-à-dire au terme d'une transition pacifique, au terme d'une transition apaisée, nous puissions donner la parole à notre population et pour ce faire, il fallait des règles du jeu. Nous ne devons pas oublier que la mise en application de cette nouvelle constitution va poser un certain nombre de problèmes. Notamment le premier, nous aimerions savoir laquelle des deux versions finalement a été promulguée. Deuxièmement, l'opinion a besoin d'être fixée. Il était dit pendant la campagne, dès la promulgation, il était mis fin au régime de 1+4. Or aujourd'hui, de toute évidence, les vice-présidents sont encore là et ils seront là jusqu'à la fin de la transition. Nous disons qu'il est temps, comme Laurent Désiré Kabila le disait, que le peuple puisse se réapproprier son droit fondamental. C'est lui d'exercer le pouvoir par le truchement de ses représentants qu'il aura lui-même choisi librement. Donc nous devons aller aux élections. Aujourd'hui, tous nos amis qui croient que nous allons encore négocier, que nous allons encore discuter pour nous partager le pouvoir, ils peuvent déchanter. Sous Kabila, il n'y aura plus de partage de pouvoir. Eh bien, nous avons laissé les mentions originelles à ce reportage pour en garder l'authenticité. Bien entendu, dans la mouvance politique congolaise, bien des choses ont changé depuis lors. Changeons de registre pour parler institution primature où le Premier ministre Matata Ponyo a reçu Diane Gomez, ambassadeur de Grande-Bretagne en République démocratique du Congo. Il a également échangé avec l'évêque du diocèse de Kasongo, Monseigneur Placide Lubamba. Matata Ponyo, Premier ministre, a surtout présidé ce 3 juillet une séance de travail ou des arrêtés au cours de laquelle des arrêtés ont été signés pour sanctionner les opérateurs des télécommunications. Synthèse de Jean-Louis Miersekama. Séance de travail à primature ce 3 juillet 2014. Le chef du gouvernement a conféré avec le ministre des Postes et Télécommunications, Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication, avec celui délégué aux finances et le président de l'autorité de régulation des postes et télécommunications du Congo, ARPTC. Il est question de sanctions pour des opérateurs de télécom. En fait, l'objet de cette importante séance de travail a consisté justement à la signature de l'arrêté ministériel qui fixe les sanctions à l'égard des opérateurs des services de la poste et de télécommunications qui ne respectent pas les décisions qui sont prises par le collège de l'autorité de régulation de la poste et de télécommunications du Congo. Ici, nous avons par exemple la décision qui porte le respect du prix plancher. On ne peut pas vendre les services en deçà du coût de revient. Le Premier ministre a reçu Diane Cornell, ambassadeur de Grande-Bretagne. Ensemble, ils ont évoqué le sommet de Londres sur les violences sexuelles. Monseigneur Placide Lubamba, évêque de Kasongo, avait un souci majeur à exposer au Premier ministre. Nous avons abordé certains problèmes liés à la vie sociale, notamment le problème d'eau. Le Premier ministre a eu une oreille attentive aux doléances de l'ordinaire du diocèse de Kasongo. Eh bien, on ne va pas à Kasongo, mais plutôt à Chikapa, au Kasaï occidental, précisément dans le territoire de Beya Matala, où il est signalé des affrontements sanglants entre des éléments de la police et la population. Il est donc signalé dans cette tension la disparition des 2 policiers et plusieurs personnes qui ont été blessées. Plus de détails avec notre correspondant à Kananga, Pierre Sosten, et joint par Anne-Marie Ossite. À la base de l'incident, la présence des policiers à Beyamatala, village situé à 41 km de Chikapa, pour exécuter un mandat d'amener à l'encontre du chef coutumier Félix Mande Kalukangu. Les habitants de Beyamatala se sont opposés à l'arrestation de leur chef. Dans la foulée, des armes ont crépité de part et d'autre. Selon l'administrateur du territoire de Chikapa, Dialome Bakalumba, l'ordre d'arrêter Félix Mandé venait de Kananga. Quant au bilan,
L'administrateur Meba parle de 2 policiers portés disparus. Version contrée dans le cas du chef Mandé. Je au téléphone par nos soins, Mandé Kalukangu affirme avoir été attaqué dans son village. Il parle de 7 personnes de son village tuées et plusieurs autres blessés. Tout le village de Bayamatala s'est vidé de sa population. Des renforts militaires d'État provenant de Chikapa sont arrivés sur place. Pour rappel, ce n'est pas la première fois que le sang coule dans ce village. Un conflit de pouvoir coutumier a toujours opposé le groupement de Bakwamwadi à celui de Benango Chibek et Mandi Félix Mandé. Il est à signaler qu'à la suite de ce conflit, M. Mandé avait été arrêté et condamné à 7 ans de prison. Il a été libéré à la suite des mesures de libération conditionnelle. À Kananga, aucune autorité ne peut se prononcer sur cette affaire. Seulement, les autorités de Chikapa ont été instruites pour se rendre sur les lieux des incidents. Kananga, Pierre Sortel Kambidi, Antenne A. Retour à Kinshasa où, dans la journée du mercredi, la coopération technique allemande et l'ONG Lituka Yasika ont organisé une journée de communication sur le bois de chauffe, ce bois qui, à sa manière, menace l'environnement. Il a donc été expliqué la fabrication et l'utilisation des foyers performants en bois et l'organisation de l'approvisionnement de ces foyers en bois de chauffe. Alain Kuka pour le commentaire. Notre manière habituelle de cuire les aliments est-elle économique et respecte-t-elle l'environnement? Cette question vaut son pesant d'or, surtout en ce moment où l'on parle changement climatique. À l'occasion de cette journée consacrée à la promotion du bois de chauffe, les organisateurs ont d'abord voulu rappeler au souvenir de la population que le bois est la source principale d'énergie pour la cuisson des aliments. Mais entre le bois de chauffe et le charbon de bois, les études ont démontré que mieux vaut opter pour le premier parce qu'il est moins polluant. Sur cette base, la coopération technique allemande GIZ et l'ASBEL Lituka Yasika ont décidé de s'associer avec des industriels dans un partenariat public-privé. L'idée du projet est une idée théorique, c'est que les foyers à bois sont avantageux pour protéger l'environnement, pour économiser le combustible et pour améliorer le travail des cuisinières, leur santé et la santé des jeunes enfants. Il fallait vérifier que cette idée était bien réaliste sur le terrain. Et pour ça, nous avons fait une série d'essais, même plusieurs séries d'essais. En termes de protection de l'environnement, ce projet va entraîner la réduction de plus de 60% de prélèvements de bois en forêt, une façon de lutter contre le déboisement et la déforestation. Notons que la ministre provinciale de l'Environnement, Thérèse Olenga, et son collègue de la culture et du tourisme, Rufin Bayamboudila, ont pris une part active à cette journée de promotion du bois de chauffe. Allez, trêve de commentaires, place à la dégustation. C'est aussi une préoccupation d'ordre environnemental à Lubero, dans le nord Kivu. Un abattoir clandestin déverse les produits de l'abattoir, essentiellement les eaux usées et du sang, dans une rivière, la rivière Mutinga, qui est devenue pratiquement impropre. Notre correspondant à Butembo, Merveille Kakouli, nous donne des détails à ce sujet. À Moussienene, chef-lieu de la chefferie de Bassoara, à 17 km au sud de Butembo, territoire de Lubero, les bouchers abattent les bêtes dans des conditions non hygiéniques. Kambale Moulivanda Mouhandiro, président de la société civile noyau de Moussienene, s'en inquiète. C'est maintenant depuis quelques semaines que les bouchers se sont organisés pour avoir une tuerie commune, quoi. Alors dans cette tuerie, il y a une inquiétude que la population présente, le fait de ne pas avoir de l'eau potable. À côté de la tuerie passe la rivière Mutinga. Lorsqu'il y a un boucher paresseux qui vient abattre sa vache, soit son porc, lui, au lieu d'aller chercher de l'eau potable à cette longue distance, il peut me prendre de cette sale eau, cette eau-là de la rivière, quoi. Il faut de l'eau propre pour épargner la population des conséquences néfastes de cette situation dans cette tuerie commune des bêtes. Comme nous avons été bénéficiaires de l'eau du Mont Louboué, c'est de l'eau potable. Alors la solution qu'on peut vraiment envisager est qu'on puisse faire tous les moyens possibles
pour chercher quelques tuyaux, comme ça qu'on prenne de cette eau qui est à distance et qu'on l'amène jusqu'au niveau de la tuerie là. Kambale Mulivanda Muhandiro, président de la société civile de Moussinene, affirme en avoir discuté avec les autorités administratives et sanitaires du lieu. Lors du conseil de gestion de la zone de santé de Moussinene du mois écoulé, du mois de juin, nous avons soulevé les problèmes auprès des autorités. Il y avait les autorités sanitaires comme les autorités locales. Alors les deux là, les autorités locales et les autorités sanitaires se sont mis d'accord qu'ils pourront voir comment suivre ces dossiers pour que les gens qui veulent prendre de la viande ne puissent pas s'attirer des maladies à travers cette tuerie là commune. Nervé Kakoulissa Liboku, Butembo, Antenne A. Oui, effectivement, c'est pas seulement une question d'ordre environnemental, mais c'est aussi une question de santé. On va parler santé avec l'hôpital général de Kinshasa, où le pavillon 26 a été totalement réhabilité. Il abrite désormais 3 services de médecine spécialisés, au nombre desquels le service d'otorhinolaryngologie que dirige le docteur René Nguébi. C'est un reportage de James Katambo. Le service ORL de l'hôpital général des références de Kinshasa, ex-Mamaemo, fait peau neuve. Situé dans le pavillon 26 qui regroupe 3 médecines spécialisées, le service d'otorhinolaryngologie dirigé par le docteur René Nguébi Moubiala a fait sien le mot d'ordre du chef de l'État, la révolution de la modernité. Travailler dans les conditions optimales pour un service de qualité. Le médecin directeur de cette institution hospitalière, le docteur Diabeno, apprécie à sa juste valeur cette initiative rendue possible à 100% sur financement propre du service. Là où on travaille, il faut que les conditions de travail sont bonnes. Pour le praticien déjà. Si les conditions de travail sont bonnes, il peut se sentir à l'aise pour travailler. Deuxièmement, pour les patients qui viennent consulter, ils doivent trouver les conditions plus ou moins bonnes et idéales. Et ça va pousser les patients à revenir encore. Si ils arrivent, ils trouvent que les conditions, c'est comme vraiment une porcherie. Mais bon, ça, c'est difficile pour attirer les patients. L'occasion était propice pour certaines firmes pharmaceutiques de faire la promotion de leurs produits qui ont trait à l'ORL. Avec cette réhabilitation, le docteur Nguébi, chef du service d'otorhinolaryngologie, est sûr de rendre un service de qualité à ses patients. Comme pour dire, le service ORL du pavillon 26 de l'hôpital général de référence de Kinshasa est à nouveau fréquentable. L'histoire ne manque pas d'étonner. Une fillette d'1 année et demie meurt en détention dans un cachot de la police. Eh bien, c'est une histoire réelle à Kinshasa, où elle s'est déroulée la Ligue des zones africaines pour la protection des enfants et des élèves, l'ISADEL, s'en est saisie parce qu'elle veut que justice soit faite à cause de cette fillette qui est morte, tout simplement parce qu'elle a été détenue en même temps que son père qui était poursuivi par la police. Lisette Manou, José Msangana. Cette conférence, animée par la Ligue de la zone africaine pour les droits de l'enfant et d'élèves, l'ISADEL, a tourné autour de l'acte barbare du meurtre d'une innocente fillette d'1 année et demie, incarcérée avec son père au cachot du Soussiat de Mongafula à Matadi-Kibala suite à un ordre abusif donné par un commandant du commissariat. Considérant la gravité des faits reprochés aux policiers, aux PJ et majors ayant emprisonné cet enfant pendant 62 heures en lui privant de la nourriture et de l'eau, la LISADEL s'est adressée aux autorités supérieures de juridiction militaire en ces termes. De prendre toutes les dispositions qui s'imposent pour que le major et ses complices qui ont pris des mesures irresponsables de placer un enfant de 2 ans au cachot soient sanctionnés de façon exemplaire afin de décourager et de dissuader aux autres arrogants potentiels abuseurs des droits des enfants. La République démocratique du Congo se veut un pays de droit, certes. Cependant, une question, faut-il fortifier la justice ou justifier la force au sujet de cette affaire? Attendons voir.
Eh bien, les jeunes écoliers du Bandundu ont bel et bien clôturé l'année scolaire le 2 juillet, comme partout ailleurs sur l'étendue de la République démocratique du Congo, tel que nous le confirme notre correspondant à Bandunduville, Thierry Ngoy. La clôture de l'année scolaire 2013-2014 s'est bien déroulée dans l'ensemble des écoles primaires et secondaires dans la ville de Bandundu. Les élèves du primaire et du secondaire de toutes les écoles ont reçu hier mercredi 2 juillet leur bulletin scolaire sanctionnant la montée ou les redoublements des classes. Malgré la satisfaction de certains parents à la suite du résultat de leurs enfants, ils disent que l'année scolaire 2013-2014 a été difficile pour eux à cause du rapprochement des deux sessions d'examen d'État, notamment la dissertation et la session ordinaire des suites de la modification du calendrier scolaire. Ils indiquent en outre que l'année passée, les deux sessions étaient espacées par la promo scolaire, ce qui les avait laissé le temps nécessaire pour réunir les 10 montants sans trop de gymnastique. Même constat du côté des élèves finalistes des écoles secondaires du Bandundu. Ils disent que les rapprochements de ces deux sessions les avaient causé des fatigues dont ils craignent les conséquences lors de publication des résultats. Signalons que certaines écoles du Bandundu ont organisé quelques activités de liesse populaires, notamment les balles scolaires, des fanfifères pour la clôture en beauté de cette année scolaire 2013-2014. Depuis Bandunduville, Thierry Ngoy Kamanga pour Antenne A. La campagne de sensibilisation des élections syndicales 2014 au Conseil supérieur du portefeuille a débuté depuis jeudi 26 juin et elle s'est clôturée ce jour. Transparence et justice sociale, TJS, est l'un des syndicats en lice. Ce syndicat compte changer son comité pour un travail meilleur dans l'intérêt du Conseil supérieur du portefeuille, principalement des agents de cette structure. Natacha Bomongo, Papito Matondo. Dans le cadre des élections syndicales 2014, une structure dénommée Transparence et Justice sociale a battu campagne avec brio. Le membre de son bureau effectif s'est battu bec et ongle pour une justice sociale distributive et pour une alternance positive et efficace au sein du Conseil supérieur du portefeuille. Le président de cette firme syndicale prône le changement. Avec la demande du personnel, nous avons opté pour faire un choix judiciaire, c'est-à-dire créer notre propre syndicat. Dans le passé, vous étiez ici avec nous il y a 3 ans, vous aurez pu constater que nous n'étions pas couverts. C'est pourquoi, pour pouvoir défendre ces personnels, nous cherchons à constituer un syndicat fort. Alors, pour pouvoir passer à cette étape, il faudrait que le personnel puisse nous élire. Nous sommes sûrs pour la victoire finale, dès demain. Un syndicat nouveau pour un travail meilleur, tel est l'objectif à atteindre par la TJS. Nous cherchons quelqu'un qui est capable, qui a une tête bien faite, qui peut définir, donc qui peut travailler pour l'honneur des travailleurs. Et c'est pour cela que nous voulons changer de méthode dès aujourd'hui. Et le portefeuille doit changer. Signalons également que le CSP détient 5 syndicats, dont... Pour les quarts des finales de la Coupe du Monde, après la pause de 2 jours, la phase à élimination directe de la 20e Coupe du Monde au Brésil.